Attends, je vais mettre la casquette comme Franck. Les gens vont penser que t'as un problème de calvitie aussi du coup. J'aurais dû ramener un maillot Rogue ou Hélico pour la crédibilité. Ouais, toujours. Là j'ai ramené Trasher, ils vont me prendre pour un skater. C'est important. C'est la marque des vrais gens ça. Et quand tu commences à avoir des cornes, tu vois, ici et ici, ouais. Ça c'est vraiment, c'est le level up. Puis c'est le fait aussi d'avoir des mains de baltringue. Ah ouais, toi t'as vraiment des mains boursouflées, hein, par contre. Toi c'est vraiment fort. Hein. Elle les a pas là, elle les a là. Ouais, moi je suis fier, hein, je suis fier de ces mains. Les mains quand elles te frottent, ça les caresses triomphe un peu, tu vois. C'est ça des vraies mains de femmes, ça. Salut à tous, c'est Julie et Franck, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et avec Julie on avait envie un petit peu de lancer un nouveau thème de vidéo, une nouvelle manière de vous présenter les choses et pour ça, ça nous tenait à cœur de vous présenter des gens qu'on trouvait experts dans leur domaine pour parler de leur domaine. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir Ange, déjà merci Ange de venir, qui s'est déplacé jusqu'à notre contrée lointaine de Boulogne-Billancourt pour nous parler un petit peu de sa discipline et de sa vision du sport. Déjà pour vous expliquer un petit peu qui est Ange, Ange, ça fait combien de temps que tu es coach ? À peu près 6-7 ans. Donc c'est un collègue que j'ai rencontré dans une structure où je travaillais et ça fait 6-7 ans qu'il est coach, il est passionné et il s'entraîne à la fois dans l'aspect crossfit et à la fois dans l'aspect haltérophilie. Je ne me trompe pas jusque-là. Tout à fait. Et j'ai eu le plaisir du coup de bosser avec lui et de voir un petit peu comment il travaillait et sa vision du sport et je suis quand même assez fan du principe. Déjà pour vous présenter un peu le personnage, c'est le mec qui a le rapport poids-force du gorille sous stéroïdes. Originaires du continent africain, les gorilles sont des singes au profil intimidant, extrêmement grands et musclés. Ils ont une poitrine large, des épaules hautes, des bras musclés et un visage imberbe qui semble constamment renfrogner. Ça va me faire plaisir un petit peu de dire oui, ça. Tu me brosses dans le sens c'est vrai, c'est le cas. Et c'est surtout, c'est quelqu'un qui n'a pas eu ça acquis, c'est pas un truc à la naissance, c'est quelqu'un qui a acquis ça par le travail et qui a la valeur de la transpiration. Et c'est ça un petit peu le sujet de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Ce qui m'amène à la première question, déjà, Ange, j'aimerais bien que tu te présentes juste en quelques phrases. Le personnage Ange, un petit peu d'où tu viens, ton sport comme on a pu le dire ici. Du coup, je suis coach depuis 6 à 7 ans, mais je pratique aussi beaucoup de sport depuis le plus jeune âge. J'ai jamais eu de vraie spécialité dans mes disciplines. Je pratiquais un peu de tout, du hand, du basket, un peu de foot, un peu de taille, jusqu'à tomber dans la musculation, puis enfin dans le crossfit, qui est une pratique qui m'a permis de faire beaucoup de choses et de connaître aussi beaucoup de monde. Puis ensuite, de par le crossfit, l'haltérophilie, comme je pense beaucoup de crossfitters. Du coup, comme tu as pu le dire, tu as fait pas mal de sport avant. Quels ont été tes préférés environ par rapport à la durée des différents sports que tu as fait? Mes préférés, je vais dire, j'ai bien aimé les sports de contact, type boxe-taille. J'ai jamais eu l'occasion de faire de l'anglaise, même si ça me passionne beaucoup. Et après, la musculation, j'en suis tombé fan, même si c'était plus dans une idée de développement physique. Esthétique que de performance. La performance est venue plus tard. C'est venu après. Je pense que c'est un trajet qu'énormément de personnes prennent. J'ai eu exactement le même trajet. Et en tout cas, ceux qui commencent la muscu tôt, à mon avis, il y a beaucoup de personnes, c'est l'aspect au début, quand tu es dans l'adolescence, où tu as envie de plaire, où tu as envie d'être bien physiquement. Et donc tu vas le faire que pour l'esthétique. Et puis petit à petit, tu te rends compte que c'est un monde entier et que c'est quand même plus intéressant que le reste. Même quand tu performes, t'as envie d'être beau dans le miroir. Non, ça c'est clair, il y a toujours un petit peu cet aspect-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir coach dans tout ce que t'as fait, tout ce que t'as vu? J'attendais cette question et j'adore y répondre parce que ce qui m'a donné envie d'être coach, c'est pas du tout sexy. J'ai regardé une émission sur MTV qui s'appelle Avant j'étais gros, où des coachs montraient à des personnes vraiment en obésité morbide et qui les prenaient en main pendant, un cycle de plus d'un an. Et leur faisait perdre du poids, mais drastiquement, à l'américaine. Et j'ai beaucoup aimé ça, même si je fais pas ça avec les gens. Et du coup, j'ai voulu devenir coach comme ça, mais je pense pas que ce soit une bonne réponse. Si, c'est une bonne réponse, c'est une très bonne réponse. Mais parce que je me suis révélé plus tard, en réalité. J'ai déjà vu ces trucs-là, et c'était un truc américain, non? Tout à fait, c'est ça. Ouais, et j'ai déjà vu ces émissions-là, et je les ai vues avant d'être coach aussi, et ça me parlait pas mal. C'est My Biggest Loser, non? Non, je crois pas. Non. Enfin, c'était peut-être le titre à l'américaine, mais même ça me dit pas grand-chose. Mais les coachs étaient vraiment très inspirants pour le coup. Ouais, il était ultra inspirant. Ils faisaient un petit peu n'importe quoi, mais ils étaient très inspirants. Donc,
En gros, tu as une double casquette. C'est rigolo parce qu'on a 2 casquettes, c'est marrant. Et elles sont pas dans le même sens. Elles sont pas dans le même sens. Tu as une double casquette CrossFit et haltéro. Et qu'est-ce qui t'a mené? Quel a été un peu le raisonnement pour arriver là? Alors, le CrossFit, je crois que je me suis inscrit à une salle dont je tairai le nom, hein, mais qui était dans Paris, qui était à l'époque une très bonne salle, avec beaucoup de coachs très engagés, très inspirants, très passionnés, qui m'ont aussi nourri. Et en fait, j'ai aimé la discipline. J'ai découvert ça quand j'étais à l'INSEP et que je faisais une prépa pour le BPGEPS. J'ai fait un test, j'ai beaucoup accroché. L'idée de variété, l'idée de mélanger plusieurs exercices, l'idée d'avoir une dynamique, un focus sur chaque entraînement qu'on appelle un WOD. Donc je suis tombé dans le CrossFit comme ça. Et il y a une discipline dans le CrossFit, puisque le CrossFit c'est un mix de plusieurs disciplines, il faut le savoir, qui m'a tout de suite beaucoup plu et dans laquelle j'ai été plus ou moins à l'aise. Sauf si vous remontez plus loin dans mon feed Instagram, j'étais pas assez à l'aise que ça. C'est l'haltérophilie et du coup je me suis passionné un peu plus pour l'haltérophilie que le CrossFit et voilà. Et maintenant tu continues à pratiquer ces 2 activités? Tout à fait, j'ai une programmation qui est assez linéaire, qui évolue avec le temps, qui est avant tout faite pour mettre en avant l'haltérophilie et mon développement autour de cette discipline, mais qui me permet quand même de m'exprimer en CrossFit, 1 parce que j'aime ça, et 2 parce que j'aime encore performer dans ce sport. D'accord. Et tu t'es toujours entraîné toi-même, entre guillemets, ou est-ce que tu as eu affaire avec d'autres coachs qui t'ont peut-être appris certaines choses? Alors, j'ai toujours été un petit peu autodidacte. Dans mes premières années de CrossFit, j'ai été coaché par des coachs dont je le disais sont pour moi des références dans leur domaine, que je n'ai plus la chance de côtoyer malheureusement. Puis ensuite, j'ai fait un peu ce que tout CrossFitter fait quand il commence à atteindre un certain niveau et avoir une certaine confiance, c'est de faire une pratique complètement libéré sur le côté, en n'allant plus participer aux cours, ce qui peut être à double tranchant, je pense pour beaucoup de pratiquants. Et j'ai suivi des programmations en ligne justement de coach, et puis toujours dans cette dynamique de CrossFit, j'ai suivi une programmation en ligne que d'haltérophilie, avec un coach dont je donne le nom qui s'appelle Greg Everett, qui est mondialement connu dans l'haltérophilie, et qui est pour moi très inspirant. Ok, donc tu as eu un petit peu... la double vision de toi créer tes entraînements et de aussi suivre des choses qui ont été mises en place. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai eu cette vision avec plusieurs coachs. Pour l'haltérophilie et le CrossFit, aujourd'hui, je programme pour moi-même. D'accord. En m'inspirant de tout ce que j'ai vu et des connaissances que je peux encore acquérir au fil du temps. Et donc, ça t'est arrivé de faire des compétitions, que ce soit en CrossFit. Est-ce que tu en as aussi fait en haltéro? Alors, j'ai fait des compétitions. Ça n'a jamais été des grosses compétitions parce que j'ai pas non plus un niveau stratosphérique, loin de là. J'ai fait des compétitions qui étaient ouvertes, parfois il y avait quelques phases de qualification dans lesquelles j'arrivais à me qualifier, il n'y en a pas eu beaucoup, mais j'en ai fait en équipe, c'est fun, ça se fait beaucoup dans le CrossFit, et j'en ai fait en individuel, j'ai jamais performé, parce que les autres étaient meilleurs que moi, et puis je le savais très bien, mais c'est quand même quelque chose que j'ai apprécié faire malgré mon classement, et en haltérophilie je l'ai fait aussi sur une saison pour le moment, mais je compte réentreprendre de faire quelques compétitions, et c'était très bien. L'aspect c'est important à aborder quand même comme discussion, mais l'aspect des compétitions c'est pas obligatoire à faire pour performer par rapport aux autres, parce que la performance par rapport aux autres veut pas dire grand chose. Il a eu lui justement des expériences où il a fait des compétitions où d'autres personnes étaient meilleures que lui, et moi au contraire, par exemple j'ai fait un championnat de France dans une des fédérations de powerlifting qui est la WPC, où j'ai fini 3e de ma catégorie, alors que aux yeux du niveau français, je suis une chèvre en powerlifting. Et pourtant, j'ai fini 3e. C'est là pour dire que c'est pas forcément important de regarder son classement par rapport aux autres. Parce que moi, 3e, ça veut rien dire du tout. Je me fais ratatiner au final en power en français. Il y a bien meilleur que moi. Enfin, c'est même pas dans la même cour. Et pourtant, si on avait regardé que le chiffre, on peut se dire, le mec est 3e au championnat de France. Non. Comme toi, t'as eu des costauds. Ouais, et si je peux me permettre, tu vois ça dans des disciplines comme le powerlifting, la force athlétique, dans l'haltérophilie, mais aussi dans la boxe. Où au final, tu te présentes sur un plateau en haltérophilie, tu es dans une catégorie, je prends la mienne, j'étais en moins de 67 je crois, et vous vous retrouvez à être 2. Du coup en fait tu peux être, tu peux être premier de ton événement, et après passer un tour, puis 2 tours, puis 3 tours et aller au championnat de France, juste en faisant des duels en fait. Mais oui. Parce que
Moi, pas assez d'athlètes? J'ai un ami avec qui du coup j'ai fait du power, qui lui avait fait le championnat d'Europe WPC, qui avait fait France, qui a été qualifié en Europe, qui allait en Europe, et en junior moins de 66 kg il était seul. Et donc il était champion, même s'il a fait ses lifts au final, il était champion d'Europe WPC. C'est des choses qui arrivent et les KT c'est bien le souci. Et quand tu rajoutes catégorie de poids et fédérations différentes, tu prends le cas en boxe taille comme en powerlifting, ça donne encore plus de splits au niveau des différents potentiels athlètes et tu te retrouves avec des KT qui sont minimes. En boxe taille, tu peux être champion du monde alors que tu n'es même pas le meilleur de ton club, quoi. Il y a tellement de fédérations et de catégories de poids différents que tu peux te retrouver à avoir ce genre de cas de figure, en powerlifting. Je pense que tôt ou tard tu fais face aux meilleurs, mais c'est vrai que tu as le temps quand même d'y aller, surtout... bon, là la fédération d'haltérophilie, la FFHM sont beaucoup plus... entreprenante qu'il y a quelques années, parce qu'il y a aussi une explosion de l'haltérophilie grâce au CrossFit, grâce à la et personne ne peut le nier. Ah non. Le CrossFit a amené beaucoup de pratiquants, donc là ça évolue, mais fut un temps, moi la première compète que j'ai fait en haltéro, c'était pas divertissant. Ouais. Tu te déplaçais pas jusqu'à Melun pour regarder la compète. Ouais. Ça n'avait ni queue ni tête. Ouais. Alors que du coup moi j'ai fait 2 compétitions en powerlifting. Une, on appelle ça un push-pull, c'est-à-dire que tu n'as pas le squat dedans, tu n'as que le développé couché et, le deadlift, qui était dans un tout petit club, je ne sais même plus sortir où, à 2 heures de route d'ici environ. Et ça avait beau être un tout petit truc, un truc local, hein. C'était génial comme ambiance, tu vois. Et pareil, la compète en WBC que j'avais faite, championnat de France, l'ambiance c'était juste une tuerie. Et au final, tu vas limite plus pour PR, tes propres PR, et pour l'ambiance que tu retrouves, où tu as absolument tous les athlètes qui vont s'encourager entre eux, où genre s'il n'y a pas de prise de tête, c'est un des trucs qui est reproché, nous dans le milieu du power, c'est un des trucs qui est reproché à l'IPF ou la FFF, qui est la fédération principale en France de cette activité-là, c'est justement que ça soit pas forcément la fédé la plus fun pour faire des compétitions. Et ce que je peux comprendre, hein, cet aspect-là, il y a beaucoup de gens qui, comme moi, vont à la compète, qui n'y vont pas pour aller chercher un record. Et donc dans ce cas-là, tu vas pour prendre du plaisir. Et si tu arrives et tu n'as que des mecs qui vont se tirer dans les pattes pour être les meilleurs, qui vont pas s'encourager, il y a zéro ambiance, ouais, c'est un peu compliqué. On s'éloigne complètement. Et à quoi, du coup, ressemble la semaine d'entraînement d'Ange? À quoi ça ressemble, même un entraînement type? Est-ce que tu peux nous présenter tout ça? Ouais, du coup, ma semaine d'entraînement, elle est composée de 5 entraînements plus 1 qui est optionnel. Je reviendrai sur le fait qu'elle soit optionnelle et pourquoi elle est optionnelle. Il va y avoir une séance le lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. Je vais avoir mes mouvements de flexion, tout ce qui est squat, donc nuque, c'est-à-dire la barre derrière, et clavicule, la barre devant, lundi, mercredi et vendredi, avec en général un front squat et 2 back, donc 2 derrière, 1 devant. J'ai des tirages, donc c'est des mouvements aussi un peu de force, que je considère aussi important que le squat, surtout en haltérophilie et surtout vu mon profil. Ouais. Donc je vais avoir des tirages d'arraché, des snatch pull pour ceux qui utilisent le jargon anglais et CrossFit, et des clean pull, des tirages d'épaulés. Ça c'est plus un travail de force, je passe pas sous la barre, il y a beaucoup moins de flexion, mais nerveusement ça m'en demande beaucoup. Ouais. Et enfin j'aurai tous mes lifts, ce qu'on appelle les main lifts, les levées classiques, c'est-à-dire les levées de compétition type arraché, snatch, et épaulé et jeté, clean et jerk. Donc ça c'est les 3 mouvements que j'aurai quasiment tous les jours, il n'y a pas une séance où j'aurai pas de barre. Au-delà de ça, je peux intégrer entre 3 et 4 WOD. Bien évidemment, j'échelonne, j'ajuste en fonction du volume de travail que j'ai et du répertoire gestuel que j'ai dans la séance. Et enfin, j'ai une séance qui est plus une capsule de renforcement que je mets le jeudi. Je fais du floor press, je fais du travail auxiliaire, du single leg Romanian deadlift avec un KB. Et j'utilise du petit matériel pour déconnecter de la barre, libérer un peu le système nerveux et aussi réaliser une pratique un petit peu différente. Des haltères, de l'unilatéral, qui est beaucoup sous-estimé dans le monde de l'entraînement. Essentiel. Et j'essaye d'intégrer ça et aussi d'intégrer un peu de fed. Du coup, ça c'est ta séance optionnelle. Ça c'est ma séance optionnelle, ouais. Elle est le jeudi. Qu'est-ce qui fait que tu la décides de la faire quand j'ai beaucoup de choses à faire dans la journée, que j'ai beaucoup de travail, je la cale pas, elle est pas essentielle. Ce qui est essentiel, c'est lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, les main lifts, les squats et les tirages. Du coup, si tu pouvais l'intégrer, elle serait tout le temps dans ta planification? Tout à fait, ouais. Si je pouvais, je le ferais. Ouais. Nous, on fonctionne complètement différemment, mais c'est très intéressant parce qu'au final, on se retrouve avec les mêmes idées.
C'est-à-dire qu'on va avoir les main lifts, on va avoir tout ce qui est gros travail de nerveux, et on va avoir ce qu'on appelle nous les accessoires, mais qui est ta séance optionnelle. D'accord. Les accessoires qui sont là pour renforcer tout le reste et réussir à tout débloquer. Et c'est d'ailleurs une grosse prise de conscience cette année pour moi en tout cas, c'est l'importance des accessoires dans les main lifts. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a fait exploser certains de mes livres principaux, notamment le développé couché, c'est 100% le travail d'accessoires. Et il est sous-estimé, il est très sous-estimé. Ouais, complètement. Et ça, ouais, grosse prise de conscience en tout cas cette année. J'ai eu des périodes de mon entraînement où j'avais quasiment que du main lift, et justement où je sous-estimais beaucoup trop ces accessoires qui sont, en plus, c'est fun. En plus, c'est les accessoires où tu as moins de nerveux, donc tu y vas plus facilement. Et c'est des accessoires qui peuvent être beaucoup plus rigolos à faire. On va pas se mentir, passer sous une barre lourde, t'en as pas envie tous les jours, tu vois. Bien sûr. Alors qu'un truc léger que tu sais que tu vas réussir à faire et qui change du lift principal, c'est quand même beaucoup plus sympa. J'ajouterais même que dans la force athlétique, ce que vous faites tous les deux et l'haltérophilie, je pense que pour la majorité des gens, je ne parle pas de nous, il y a une dimension ludique qui est très faible. C'est-à-dire que pour prendre du plaisir à faire la même chose plusieurs fois par jour, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année, il faut soit être bon et vraiment s'amuser techniquement, soit le faire parce que voilà. La discipline. Ouais, il faut être très discipliné et y aller. Et cette dimension ludique, cette capsule de renforcement, moi, elle me fait du bien, ça me permet de faire autre chose. Tout comme les WOD, les entraînements que je mets, ça peut être des AMRAP, ça peut être des 4-time, ça peut être de l'intervalle training ou uniquement du travail sur ergo. Et ça me fait du bien aussi, ça me permet de déconnecter de la barre. De changer. Et je pense de toute façon que dans un esprit de prévention de la blessure, d'avoir un panel de mouvements plus développé, avec plus de mouvements différents, plus riches, exactement. Je pense que c'est extrêmement bon. Pour le développement de l'athlète aussi, en général. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est surtout dans le crossfit où tu as besoin d'être très général. Et tu vois, je rebondis justement là-dessus, je me permets Franck, mais même dans le crossfit qui est maintenant un sport, dans le crossfit de compétition, tu t'enfermes dans un répertoire gestuel qui globalement tourne à peu près toujours autour des mêmes mouvements. Ouais. Bon, chaque année, ils essayent quand même de changer 2-3 trucs. J'ai eu une année où ils avaient mis du vélo, par exemple, du VTT. Mais ça, c'était, si tu prends cet exemple-là, c'est aux Games. Donc c'est pour l'élite. Ouais. Pour l'élite, il y a de la nouveauté. Ouais. Pour les gens comme nous, qui préparons peut-être les Open, je pense que la majorité des gens qui écouteront ça préparent les Open, s'ils font du CrossFit, c'est toujours les mêmes mouvements. Toes to bar, double under, rameur, même si on n'a pas eu cette année. Et globalement, c'est dommage parce qu'on quitte un peu cette variété mise en avant par le CrossFit. Ouais, après ça reste, je pense, le sport où il y a le plus de mouvements de très très oui, c'est vrai. Mais oui, on est complètement. C'est ce qui fait aussi la complexité et la richesse de la discipline. Ouais. Alors pourquoi tu fais des front et des back squats? Parce que nous, du coup, on fait beaucoup de back squats et la seule raison pour moi aujourd'hui d'intégrer des front squats, c'est justement pour améliorer mon back squat. Mais est-ce que toi, c'est parce que c'est justement un mouvement qui est essentiel? Alors, pour moi, c'est essentiel, j'en ai toujours fait. C'est pas une bonne réponse, mais je vais t'expliquer pourquoi j'en ai toujours fait. Le back, ça me permet vraiment d'impacter sur ma force. Le front aussi, le back un peu plus. Le front, il me permet un transfert plus efficace, plus direct sur des mouvements comme l'épaulé. Je me rapproche plus de la position du mouvement, de la position recherchée, avec un front squat, ce qu'on appelle aussi un squat clavicule. Ça me permet de me rapprocher un peu plus du mouvement. Et d'ailleurs, quand je suis en fin de cycle, quand j'arrive sur les 4 dernières semaines de mon cycle de 12 semaines, je mets 2 fronts et un back pour être encore plus proche des conditions de compétition. En termes de transfert, ça a beaucoup de sens. Ouais, nous on n'a pas du tout la même vision, mais c'est parce que nos mouvements sont beaucoup plus simples, entre guillemets. C'est que nous, on va localiser ce qui pèse dans notre mouvement et on va lui donner des accessoires justement pour essayer de le renforcer. Et typiquement, un front squat, ça va être utilisé sur quelqu'un qui plonge trop tôt sur sa phase de poussée sur son squat, sur son back squat. C'est typiquement le genre d'exercice que tu vas pouvoir mettre, ou un gobelet, ou des pauses. Voilà, c'est vraiment la vision du power. Rien ne diverge par rapport à l'haltérophilie, c'est pareil, tu distingues des fautes dans un mouvement, tu distingues des patrons qui sont peut-être déviants, comme, je vais donner un exemple, mais c'est mon problème. Dès que j'ai une charge lourde, mes fessiers montent, et j'ai du mal à fixer le dos, donc je vais fixer avec plus de tirage, avec plus de travail sur la chaîne antérieure. Ça peut être un Bulgarian split squat, ça peut être de la fente, de l'isométrie, qui est aussi très sous-estimé, alors que le maintien de position, il est important. Sur les angles de travail souhaités dans ton mouvement. Exactement. L'isométrie, en plus, elle est très transférable. Donc, après, c'est toujours ultra compliqué. Là, on va parler vraiment prog pur, hein. Mais l'isométrie dans un sport où tu recherches la puissance, comme
comme l'haltéro, il faut vraiment Bien savoir sûr, la planifier. Il faut ouais. qu'elle soit transférable et qu'après il y ait du mouvement. Nous, c'est une des écoles du power en isométrie, c'est que pour qu'elle soit la plus transférable possible, il faut que directement après son exécution, il n'y a pas de ligne écrite, hein, mais c'est mieux directement après l'exécution de l'isométrie d'avoir le mouvement complet avec la vitesse voulue. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Pour que ce soit le plus transférable et que ça ne ralentisse pas trop. Mais on a même des exercices d'isométrie supramaximale qui sont vraiment cons, je trouve. Par exemple, typiquement, le fait de te mettre dans une cage pour faire du deadlift, de mettre les sécus et la barre sous les sécus. Donc tu peux pas monter ta barre. On va te demander de charger, de forcer comme si tu pouvais la monter. Il y a des... Et puis nerveusement, ça va impacter pas mal le système aussi. Hein. Ça t'explose complètement. Ça n'a pas de sens, ça t'explose complètement. Moi, j'avais encore une petite question. Quels sont pour toi, Ange, aujourd'hui, en anglais c'est underrated et overrated. Okay. On va parler un petit peu des trucs qui sont pas assez mis en avant et qui pourtant fonctionnent beaucoup, et au contraire des trucs qui sont trop connus et c'est de la grosse daube. À tes yeux, pour toi, dans l'entraînement, qu'est-ce qui est surcoté et sous-coté? Cette question, elle est pas facile. D'ailleurs, c'est la preuve que du coup, j'ai rien préparé. Mais, alors, pour ceux qui sont sous-estimés, je dirais tout le travail unilatéral, le travail accessoire dont tu parlais. Je n'invente rien. Je pense que tu peux écouter beaucoup de podcasts, beaucoup de coachs te diront la même chose. Le travail, même avec petit matériel, avec un seul poids d'un côté. Le farmer carry avec un poids d'un seul côté, le pull-off qui est un exercice d'anti-rotation, tout ce qui est anti-rotation, anti-flexion, anti-extension, comment placer sa colonne vertébrale, comment trouver un point de neutralité. Je trouve que ça c'est sous-estimé. Ce qui serait surestimé, j'ai pas trop d'idées. Je t'avoue que j'ai pas d'idées là tout de suite. Je pense qu'on sous-estime aussi peut-être dans le crossfit, un peu moins maintenant, tout le travail d'isolation, peut-être. Pas que dans le crossfit, hein, mais dans le domaine de l'entraînement fonctionnel, même si avec des gens comme Marcus Filly qui prônent l'entraînement fonctionnel régulier, tu le vois moins. Je pense que le travail d'isolation, travailler tes biceps, faire un focus sur les biceps en fin de séance, travailler tes ischio-jambiers, uniquement tes ischio-jambiers, sans faire un travail de fessier, sans faire un travail de bascule de hanche, uniquement tes ischio-jambiers avec un curl. Ça, je pense que c'est sous-estimé. Complètement d'accord. Bah, c'est ce que tu disais pour ton bench. C'est ce que je disais pour en fait ce qu'on appelle les accessoires. La plupart des accessoires sont justement des mouvements d'isolation. Et c'est ce qui a débloqué beaucoup de mes mouvements. Moi, c'est le fait de mieux me concentrer sur mes accessoires et sur le fait qu'ils soient transférables sur mes main lifts. Ouais. Mais il n'y a pas de secret. Hein. Ouais, on est tous différents, on a tous des points faibles différents. Donc, par exemple, quand on fait des mouvements fonctionnels, il y a peut-être une partie du corps qui travaille moins pour moi, plus que pour toi. Donc c'est pour ça et puis, comme tu le dis régulièrement, tu peux pas être plus fort que le plus faible des maillons de ta chaîne. Donc, moi, ça se voit sur mon tirage. Je manque de tirage et en plus, parfois, je les esquive. C'est une grosse erreur, faut pas le faire. Mais du coup, Ouais, du coup, t'as pas de surcoté qui te vient à l'esprit? J'ai pas de surcoté qui me vient à l'esprit, je te les enverrai peut-être en DM quand je les aurai. Si t'en as, on les prend, peut-être que je te rejoindrai sur ça. Moi, le truc qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est le hip thrust chez les meufs. Alors là, on est sur... Mais là, tu parles tendance. Mais pour moi, c'est une tendance. C'est un surcoté. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est devenu... En très peu de temps, là, en l'espace de 2-3 ans, c'est devenu l'incontournable de l'entraînement féminin. Alors que ça s'appuie sur pas grand-chose, que c'est pas transférable, que beaucoup de mouvements font mieux, et même d'après certaines études, même si je suis pas pro-études, j'aime pas... Bref, beaucoup de mouvements font mieux en termes de résultats, que ça soit en force et en hypertrophie. En fait, ça se base sur rien en dehors de l'image qui est transférée sur les réseaux sociaux du mouvement. Et, qui n'est pas forcément la bonne, parce que ça diabolise peut-être un mouvement. Je pense que le hip thrust a son efficacité, mais peut-être pas autant qu'on voudrait nous le faire croire. Mais pas du tout autant. Donc, en fait, il y a tellement de trucs qui passeraient pour les mêmes gains, les mêmes ambitions de gains. En tout cas, il y a tellement de trucs qui seraient plus efficaces et plus sensés. Et en plus, au-delà même de tout ça, c'est vraiment devenu un incontournable. C'est-à-dire que, à part Julie, moi je connais aucune fille qui n'en a pas dans sa planification. Sans dénigrer le hip thrust, je pense qu'on est aussi dans un effet où les gens veulent chercher de la facilité, une acquisition plus rapide de résultats, et donc on va constamment chercher le mouvement qui va renouveler, qui va renouveler tout le programme, qui va te permettre d'impacter ton muscle plus que les autres, et cette recherche parfois, elle te fait tomber dans des travers. Je dis pas que le hip thrust est un de ces travers, mais tu vois beaucoup de choses en salle de sport,
et tu peux vite te faire C'est, ton idée sur les tendances. C'est genre la solution miracle. Moi, je veux juste avoir des gros fessiers. Le hip thrust, c'est ce qu'il va le faire, donc c'est tout ce que j'ai à faire. C'est Je vais pas me prendre la exactement tête. ça. Le mouvement miracle, et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est notre état d'esprit de toute façon. C'est cette recherche continuelle, alors que c'est Strong First, même si je suis pas forcément fan de leur école, qui disent simple et sinistre. Et pour moi, genre, c'est exactement ça. C'est dans la simplicité que tu développes les choses. C'est Exactement. être intelligent dans ta planification, mais rester simple. T'es Et pas la obligé simplicité peut être très difficile. peut-être très difficile. Ça De peut la être trouver. très difficile de faire quelque chose de simple. Ah, mais bien C'est sûr. pas forcément simple, Bien sûr. enfin c'est pas forcément facile de faire de la simplicité. Ouais, bien sûr. Souvent, on dit que c'est dans la simplicité qu'il y a la réussite. Enfin, même en termes d'alimentation, nutrition, des fois, il faut juste rester simple, faire la même chose, être discipliné. Je te donne un exemple très concret. Tu prends ma programmation. Elle est faite de squats, de tirage et de mouvements d'haltérophilie. C'est une école dite soviétique parce que tu as plusieurs mouvements. Ok. Qui fait opposition à l'école bulgare où vraiment tu fais que du travail de compétition, c'est-à-dire de l'épaulé jeté et de l'arraché et du squat. Elle est très riche, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais elle est simple. Tu vas couper, mais elle est simple. Et donc elle est simple, tu regardes la programmation, tu vas te dire, bordel, mais c'est toujours la même chose. En effet. En effet, c'est toujours la même chose. C'est ce qui marche. De toute façon, je pense que pour regarder, dans n'importe quel domaine, pour regarder ce qui se fait de mieux, il faut regarder ce que font les athlètes eux-mêmes. Je pense que c'est très important parce qu'un athlète n'a pas le temps de faire des choses qui ne fonctionnent pas. Un athlète a tellement... Enfin, chaque goutte de sueur qu'il va devoir dépenser, elle est pesée cette goutte de sueur-là parce que s'il la dépense pour une mauvaise chose, ce sera peut-être trop de volume, ce sera peut-être une blessure à la clé, ce sera peut-être... Enfin, Ouais, c'est voilà. vrai. Il y a beaucoup d'implications et donc regarder ce qui est fait au niveau des athlètes, c'est très très important. Et encore plus quand c'est un souci d'image comme là souvent pour le hip thrust, regardez quand même les athlètes à haut niveau dans certains sports qui ne font pas du tout de hip thrust arrivent à développer des énormes physiques qui sont très esthétiques entre guillemets et pourtant sans passer par ces incontournables qu'ils sont devenus en tout cas culturellement on va dire chez les gens quoi. Pour rebondir là-dessus, moi la vidéo qu'on a faite qui a le plus fonctionné, c'est sur le stomach vacuum. J'ai fait une vidéo sur le stomach vacuum pour dire que ça c'était Je crois que c'était celle où tu montes ton rack, mais j'ai mal dû regarder les chiffres. Non, c'est le stomach qui est quasiment 11 000 là. Ouais. Ok. Et je me suis fait insulter, mais genre je me suis fait défoncer en commentaire. Dis-moi que t'as pas supprimé les commentaires. Non, ils sont dedans. Au début je répondais parce que genre je sais pas, puis j'étais tellement dégoûté, en fait à partir du moment où tu t'attaques à quelque chose qui culturellement est accepté par les gens, c'est accepté en fait que le stomach vacuum dans leur idée ça travaille le transverse et que c'est un bon exercice pour la sangle abdominale. À partir du moment où tu t'attaques à un truc comme ça, tu te fais dégommer. Là on sort aujourd'hui une vidéo pour dire que le hip thrust c'est de la merde, mais mec, il y a une batte de baseball là, tu te fais dégommer. Enfin, l'autre fois, c'est que les gens en fait ils recherchent des informations pour confirmer, pour se C'est rassurer. de confirmation. Ouais. Après, je pense que tu vois, on est dans un souci de crédibilité et je te le disais avant, enfin je vous le disais, à Julie et toi, avant qu'on fasse le podcast, on est aussi dans un souci d'éducation. Est-ce qu'on fait les choses pour plaire aux gens ou est-ce qu'on fait les choses pour donner la bonne direction de l'entraînement aux gens? Je te donne un exemple. Moi, je suis donc un coach qui s'appelle Greg Everett et qui était mon coach d'haltéro pendant quelques mois et dont je m'inspire beaucoup. Il fait beaucoup de questions et réponses sur ses réseaux. Et un jour, quelqu'un lui demande « Est-ce que les tractions nuque, c'est utile ?» Il lui a dit « C'est juste un cheat show. Donc en fait, c'est juste pour montrer quelque chose, mais c'est pas forcément hyper efficace. Tu vois, c'est plus pour dire je fais des tractions nuque et je fais des tractions nuque que plutôt pour dire c'est efficace, c'est le mouvement qui va vraiment changer ma programmation et me permettre de passer un cap. Je m'exprimerai pas sur le stomach vacuum parce que je suis pas du tout dans cette tendance-là et je sais même pas trop de quoi il s'agit. Mais pour le hip thrust, je pense qu'on est typiquement là-dedans. C'est bien, il y a peut-être des effets, mais faut pas se baser que sur ça et peut-être faire autre chose. Avant de se faire une sciatique, par exemple. On va passer à la partie Julie. Derrière les montgolfières, putain, alors je crois que c'est la lune. Moi aussi de loin. Elle est partie trop loin, faut pas chercher à comprendre. Alors du coup pour la partie alimentation, on va commencer très simple. À quoi ressemble une journée typique en termes d'alimentation? Donc comment manges-tu Faut être complètement transparent, hein. Voilà. Complètement, genre y a aucun problème. Alors c'est assez libre. Je ne pèse pas. D'accord. Je ne calcule pas. Ok. Par contre, j'essaye, selon mon emploi du temps, de manger à des heures fixes, de ne pas grignoter entre les repas. D'accord. Et j'ai des grandes lignes, c'est-à-dire que je ne fais pas d'excès type soda, type
fast-food plusieurs fois dans la semaine. Ça peut m'arriver de temps en temps. Soch, si tu me regardes. Ça peut m'arriver de temps en temps, mais j'essaye de pas faire trop d'excès dans la semaine. Et simplement parce que j'ai une pratique qui ne me le permet pas et que je le sens tout de suite si je fais trop d'écart. Mais globalement, j'ai des grandes lignes, j'essaye de les respecter. Et pareil, je prends pas trop de produits transformés. Sur les écarts, moi j'ai quand même un monsieur thaïlandais de Place de la République qui aurait tendance à me dire, à me glisser dans l'oreillette qu'il y avait des moments où peut-être. Ouais, tu vois, tu as fait ça. C'est vrai que je mange beaucoup chez moi. On va rebondir après sur la partie. Je suis désolé pour ta question. Non mais pas de souci. Du coup, quand tu disais que tu ne pèses pas, que c'est assez libre, c'est parce que tu connais ce qui fonctionne pour toi et par expérience, tu sais visualiser qu'est-ce qui correspond à tes besoins. Alors, je dirais pas que je connais ce qui fonctionne pour moi. En tout cas, ce que j'ingère me permet d'être performant dans mes séances. J'ai pas un différentiel sur la balance. Si tu veux, je prends pas de poids ou je n'en perds pas. Je ne suis pas à tendance à faire le yo-yo, comme beaucoup d'athlètes, et ça n'a jamais été le cas avec moi. Je prends pas beaucoup de poids, j'en perds pas. Fort heureusement d'ailleurs. Je maintiens, voire je prends quelques grammes par-ci par-là, mais c'est tout. Et les doses que je prends, les aliments que je prends, c'est des choses dont je connais l'efficacité avant, après une séance, ou même le soir avant de me coucher, pour pas être trop chargé avant de me coucher et de dormir. Mais oui, c'est des choses que je connais, que j'ai déjà pratiquées. Et quand je fais des écarts, c'est qu'en général, je suis loin d'une séance d'entraînement. Que ce soit avant ou après. Je prends un exemple le samedi soir. Ne faites pas comme moi. Oui, mais en gros, par exemple, tu manges quasiment les mêmes types d'aliments. Oui. Tu n'es pas là à varier tout le temps, à essayer de faire des recettes. Non. Ouais, tu restes simple quoi, comme entraînement. Malheureusement pour mon couple, mais non, je fais pas assez de recettes. Et je pense qu'on diversifie assez, je pense que je varie assez. Et surtout, je me fais plaisir. Mais encore une fois, je ne fais pas de gros excès et je n'en fais pas régulièrement. Oui, puis je pense que comme tu as une régularité et puis tu as un rapport très sain avec l'alimentation, en fait, tu as un métabolisme qui sait gérer les insuffisances et les excès tout seul. Et il y a une chose qui parle pour moi et que personne ne peut me prendre, c'est que je ne me blesse quasiment jamais. Je soulève des charges, j'ai des cycles d'entraînement, je mange, j'ai quand même un travail aussi à côté, où je rentre peut-être un peu plus tard, où je me lève un peu plus tôt, et je ne me blesse jamais. Donc je pense que mon hygiène de vie n'est pas irréprochable, mais elle me permet en tout cas de faire ce que je fais. Oui, puis c'est parce que tu as trouvé ton équilibre et c'est ce que tu disais, tu n'as pas de yo-yo. Je pourrais être meilleur dans, je pense comme beaucoup d'entre nous, je pourrais être meilleur dans mon hygiène de vie, mesurer plus ma fréquence cardiaque, mesurer mes heures de sommeil, est-ce que ça servira à quelque chose ? Peser ma nourriture. Mais ce serait, je pense, trop contraignant par rapport à mes objectifs, mon train de vie et même moi ce que je veux pour moi et dans mon quotidien. À mon avis, peser la nourriture, c'est pas nécessaire justement si toi tu as justement ton propre fonctionnement qui te permet de maintenir un rythme qui est régulier et qui permet aussi d'avoir ton équilibre. Pouvoir faire des excès sans payer les frais derrière. C'est notre vision en tout cas dans les gens qu'on suit en nutrition, il y a bien sûr toute une partie où tu es obligé de prendre conscience de ce que les gens font, donc là ça va passer par peser, ça va passer par photographier et tout ça, sauf que notre objectif c'est de faire en sorte que les gens soient plus ou moins intuitifs et qu'ils arrivent à trouver cet équilibre dans le quotidien où ils savent à peu près ce qu'ils ont naturellement à faire. Et c'est un peu... Mais après, moi ça ne m'inquiétait pas du tout de ton côté parce que je pense que chez les sportifs c'est assez naturel, cet équilibre-là il se trouve assez naturellement. Après on est facilité par le fait de dépenser beaucoup d'énergie au quotidien, on va dire. Mais je pense que ça se fait plus facilement que chez les gens qui ont été tardivement dans le sport, ou ponctuellement en tout cas. Oui, après je suis quelqu'un d'assez discipliné de base, et de surcroît d'assez casanier, ce qui facilite aussi le fait d'avoir une bonne hygiène de vie. Mais si je fais un excès, j'en ferai pas un autre avant un bon moment. D'accord. J'ai un moment dans l'année qui s'appelle les vacances, où je me permets tous les excès possibles et inimaginables. D'ailleurs, mes destinations de vacances parlent pour moi. C'est la Thaïlande, non? Thaïlande, Mexique. Et c'est ce moment-là où vraiment je déconnecte. Je suis parti au Mexique avec des amis qui adoraient s'entraîner, ils voulaient absolument aller s'entraîner, on est allé s'entraîner, une fois que l'entraînement était fini, ne me parlez plus d'entraînement. On passe à autre chose. Oui, puis il y a zéro culpabilité.
Mais non, il n'y a pas de culpabilité. Et puis je pense que c'est pas forcément bon de se mettre de la culpabilité. Oui, bien sûr. Tu l'as fait. On passe à autre chose. Alors, est-ce que ton alimentation, elle s'adapte à ta pratique? Par exemple, les compétitions, à l'approche de... Voilà, des compétitions. Alors, ouais, mon alimentation s'adapte à ma pratique quand je suis en approche de compétition ou quand j'ai des phases d'entraînement où vraiment je sens que ça va être dur physiquement. Ça peut être parce que je suis en fin de cycle. Elle s'adapte, mais de manière très simple. J'essaye juste de manger mieux et de supprimer tous les excès. Ouais. Dans cette dynamique d'alimentation intuitive, supprimer des choses, c'est pas forcément la bonne chose. Moi, je le fais parce que j'ai la discipline pour me l'imposer, mais c'est tout. Après, j'ai pas forcément une grosse augmentation des protéines, une grosse augmentation des glucides. Voilà. Ce que je pense beaucoup de nutritionnistes ne seront pas forcément d'accord avec moi. Les apports devraient être plus élevés, car l'intensité l'est aussi. Mais en vrai, y a 15 écoles différentes, tout le monde se contredit et il n'y a pas de vérité pure. Donc c'est ta vision des choses et qui, moi je la trouve très respectable. C'est pas, en plus, toi, même si tu as du mal à prendre du poids, tu restes dans un sport où tu as des catégories de poids. Donc c'est quand même un truc à garder en tête, tu vois. Sûr. Donc même à l'approche de ta compète, tu vas pas t'amuser à exploser les carbs parce que si ça se trouve, tu vas à un moment prendre du poids et si tu dois cutter, je sais que toi tu fais pas de cut, de water cut ou de... Je n'en ai jamais entrepris, mais on en a déjà discuté, j'aurais voulu en faire. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de cutter, devoir cutter à la dernière minute, c'est un truc où tu es sûr que ta perf elle va prendre un sacré coup dans la gueule, tu vois. Et donc c'est aussi compréhensible de pas d'un coup tout réaugmenter à l'approche de la compétition. Enfin, c'est une école, quoi. Après, tu vois, on aurait été dans une autre dimension, celle du CrossFit par exemple. Pour performer par rapport à ce que j'ai vu en compétition et des gens qui avaient autour de moi, je pense que je n'aurais pas eu le choix, si je voulais passer un cap, de prendre du poids. Je pense sincèrement, par rapport à ce que je fais à l'entraînement et à ce que je vois en compétition et à l'écart qu'il peut y avoir entre moi et les autres concurrents, qu'il aurait fallu que je prenne du poids tôt ou tard. Bien sûr. C'est pas un sport à catégorie de poids. Il y a des choses sur lesquelles je vais être plus aisé que d'autres, notamment la manipulation du poids corporel, tout ce qui va être travail de gymnastique. Mais il aurait fallu que je prenne du poids pour passer un cap, c'est certain. C'est un sport où pour moi, il y a quand même une fourchette de poids et de physique qui va être ultra avantageuse. C'est vrai. C'est comme nous, côté power, tu prends quelqu'un de petite taille avec des petits leviers dans la même catégorie de poids, il sera beaucoup plus avantagé que quelqu'un de grand. C'est rare de voir, même dans les catégories élevées, des gens qui sont vraiment grands, parce que en termes de levier, c'est mécanique tout simplement. Tu vois. Donc, comme dans tout sport, il y a quand même des physiques qui vont être un peu plus avantageux. Ça impacte aussi le crossfit, mais la richesse du répertoire gestuel fait que certains peuvent se démarquer plus que d'autres, tôt ou tard. Donc il y a un profil type, il a été mis en place depuis des années, il y a un profil type du contender, du champion des CrossFit, du champion de CrossFit et de l'athlète type qui va au CrossFit Games et il est tel quel, tu vois. C'est pas des grandes 2 mètres, c'est pas des mecs d'1m50, 60, même si t'as des athlètes d'1m60 qui ont été, notamment Spiller qui a fait les Games pendant des années et qui était certainement un des plus petits athlètes qu'on ait vu, mais voilà, il y a des faits et c'est comme ça. En tout cas, il faut être sacrément balèze. Quand on les voit, ils sont énormes. Faut digérer beaucoup de volume et beaucoup d'intensité. Ouais, bien sûr. On ne parlera pas de produits. Dans cette vidéo. Mais oui, d'accord. Il y a une tendance qu'on a du coup tendance à voir dans le monde du CrossFit, c'est le régime paléo. Est-ce que tu as des opinions là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Alors j'en entendais beaucoup parler quand le CrossFit est arrivé en France. Je te parle de ça peut-être 2012, 2013, 2014, peut-être 2015. Je pense que c'est une tendance qui s'est un petit peu évaporée. En tout cas, moi, je n'en entends pas parler là où je suis. Et là où j'ai été, je n'en ai pas entendu parler non plus. Je pense que c'est une bonne tendance. Après, je pense que s'enfermer dans un régime ou même dans un système d'entraînement, c'est jamais bon. Je pense qu'il y a des choses à prendre dans le paléo. Et il y a des choses à prendre dans d'autres modes d'alimentation. Genre supprimer les féculents, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, je pense que ça peut amener plein de choses. Je ne pense pas qu'il faille supprimer drastiquement et s'enfermer encore une fois dans plusieurs aliments et se dire je ne mange que ça, je ne m'alimente qu'avec ça. C'est mon opinion. Parce que du coup toi tu manges de tout et puis les glucides pour toi c'est très important pour tes entraînements. Ouais, tout à fait. Et puis même pour ne pas me sentir trop sec. Dans le miroir il faut que je me sente bien aussi, C'est important. Alors, si tu n'avais qu'un tips
à donner en termes d'alimentation, quel serait ce tips? Vous auriez pu me les envoyer avant. En avant. Attends, tu me laisses un moment pour réfléchir. Vas-y, réfléchis. Essayez d'éviter quand même au maximum tout ce qui est aliments transformés. Ouais. Je sais que c'est un peu du redit. Je viens dire quelque chose qui est dit et redit. Hein. Mais pas suffisamment. Je n'invente rien. Mais parfois, quand j'ai des clients et qui prennent du poids, je veux dire, il y a des choses dans l'alimentation qui typiquement n'ont rien à faire ici. Les sodas, c'est des charges en sucre énormes pour pas grand-chose. Je vais parler du pain, même si je supprime pas le pain, mais tout ce qui est pain et fromage, tout ça, c'est pareil, on peut le limiter. Et tout ce qui est gâteau, bonbons, tout ça, pour moi, ça n'a rien à faire là si t'es un athlète. Mais surtout, en fait, quand on parlait justement de l'alimentation intuitive, c'est en fait très difficile d'être intuitif quand l'alimentation qu'on a est très transformée. En fait. Ouais. Donc en fait, il faut juste se focaliser sur une grande majorité des aliments non transformés, et puis après, bien sûr, avoir un équilibre et en intégrer. Parce qu'en vrai, en fait, si on mange non transformé, tout le monde pourrait manger jusqu'à sa faim, et même outre mesure, et garder un poids complètement. En fait, le fait de transformer un aliment lui donne une densité calorique énorme, et souvent en plus pour des micronutriments qui ne sont pas intéressants. Tout à fait. Et donc tu te retrouves avec des gens qui prennent facilement du poids, et nous, notre idéologie là-dessus, c'est que l'aliment transformé, tu peux manger de tout tant que tu le fais toi-même. Je rebondis, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle des calories vides. Ouais. C'est beaucoup de calories qui au final n'apportent pas grand chose. Qui est aucun micronutriment, mais typiquement le truc qui est genre la pizza, ce qui est mal vu, le hamburger, ce qui est mal vu, clairement tu le fais toi-même avec tes propres ingrédients, tu peux te retrouver avec un truc. C'est quoi au final? Ça va être du pain, ça va être du steak, ça va être de la salade, ça va être... et si tu le fais avec ta propre sauce et toi-même ça a été fait, parce que tu verrais comment on fait cuire dans la restauration des steaks par exemple, ça te ferait peur. Ouais, t'as ton demi-minute d'huile pardon, ou ta demi-plaquette de beurre pour un putain de steak. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est surtout ça en plus, par exemple tu parlais des sodas et puis par exemple tout ce qui est très gras, en fait c'est des aliments qui sont des calories vides, donc tu te sens pas rassasié en buvant ces sodas. Et puis par exemple l'huile c'est pareil, c'est tellement dense en calories que tu vas même pas en fait ressentir la satisfaction quand tu en manges, et c'est des calories qui s'additionnent, et pareil tu peux pas être intuitif puis, en mangeant ces aliments. Pareil, point de vue réaction physiologique, ça dessert la performance. Ouais, exactement. Tu vois, je veux dire, consommer trop de soda ou même trop de sucre, ça vient juste bousculer ton système. Ok, ça réagit plus de la même manière. Après je pense qu'on est dans une société où tu ne peux pas faire sans. Même moi, on ne peut pas faire sans. Mais il y a toujours moyen de limiter la casse. Tu vas au supermarché, tu regardes le caddie des gens, tu vois clairement que la majorité des gens ne font pas d'efforts. Et que les aliments transformés ne sont pas forcément vus comme... encore moins depuis qu'il y a le code, là... Ah oui, non mais... Comment s'appelle-t-il déjà? Le Nutri-Score. Le Nutri-Score, voilà. C'est du bullshit aussi. Encore moins depuis qu'il y a le Nutri-Score, qui, je trouve, aiguille les gens, mais pas forcément dans la bonne direction. Bien sûr. Alors qu'il est là pour... aider. Ouais, mais surtout que aussi dans les aliments transformés, c'est fait dans des industries qui font en sorte qu'on en devienne accro et qu'on en redemande, tu vois, parce que c'est des combinaisons de sucre, de gras qui... Il faut bien savoir ça, les industries ne sont pas là pour notre bien. C'est ça, ils sont là pour leur bien. C'est business. Ils sont là pour vendre. C'est logique. Alors, ton péché mignon? J'en ai beaucoup. Le péché mignon? J'en ai beaucoup. J'aime beaucoup les frites Cajun du Five Guys. Je vais pas dire que c'est mon péché mignon, mais j'aime vraiment beaucoup ça. Et le riz au lait. Le riz au lait. Et ça, je pense que c'est un secret pour personne, ceux qui regardent la vidéo. Avec la mangue par-dessus? Non, juste le riz au lait, Michel et Augustin, vanille de Madagascar. C'est magnifique. D'ailleurs, si vous voulez me faire plaisir, venez m'offrir du riz au lait, je serais très content. Parce que trop au taf avec du riz au lait dans tous les sens, tu sais. Alors, nous avons parlé du coup des underrated, overrated dans le training. Là, dans l'alimentation, enfin dans la nutrition en général. Je vois qu'il y a Franck qui me regarde à gauche, il attend. Il est là. Qu'est-ce qui est sous-estimé et surestimé dans l'alimentation en général? Moi, j'ai limité les viandes dernièrement. Alors, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, ou je vais peut-être créer un débat, mais je pense qu'on pourrait tous limiter notre apport en viande, même s'il y a un apport en protéines qui est conséquent. Point de vue éthique, je pense que ça ferait du bien à beaucoup de monde. Et ça n'impacterait pas tant que ça la performance, selon moi. Je pense pas que Franck me rejoigne là-dessus. Tu serais surpris. Mais depuis que justement que je suis en couple, tu vois, comme quoi ça a du bon aussi.
C'est que je mange moins de viande et ça fait pas de mal à mes performances. Et je pense qu'on pourrait limiter, je ne demande pas de supprimer, je pense qu'on pourrait limiter, je pense que c'est surestimé parfois l'apport en viande sur la performance, parce que ça crée aussi une acidité dans le système, mine de rien. Donc je pense que c'est peut-être surestimé. Après je comprends qu'il y a des viandards et que du temps de mon père, si on n'a pas de la viande dans l'assiette, on n'a pas de plat. C'est ça en fait, avant c'était quelle viande on va manger. T'as connu ça aussi. Hein. C'était genre la base du repas, c'est genre quel morceau de viande. J'ai pas de viande, j'ai pas mangé. C'est ça en fait. Oui. Mais du coup quand tu parles de t'as réduit ton apport en viande, c'est quoi, quelques fois par semaine ou c'est plutôt, Non, je vais peut-être manger de la viande grand maximum 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, ok. Grand maximum, après je vais avoir un peu de poisson, un peu de sardine, Ouais. mais pareil ça va pas être la base de mes repas. Tu vois. Okay. Je me suis aussi désensibilisé avec le fait de me dire, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de steak vegan, il n'y a pas de gros morceaux, c'est pas grave. Il y a du houmous, il y a de l'avocat, Ouais, parce qu'en fait, il y a tout s'additionne. des épinards, et en fait ouais. j'accepte le contenu, Ouais. et j'ai été longtemps dans ma pratique beaucoup stressé par le fait de me dire, merde, j'ai pas mangé ça, je vais me blesser, je vais me péter. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Ouais, ou je vais régresser, ou de toute façon, cette culture, nous, les mecs qui ont fait de la muscu, on a tous eu cette culture de pas avoir assez, ou de régresser, ou de se casser, comme tu as dit, parce que t'as pas mangé assez de protéines. Et moi, du coup, je me suis lancé dans une expérience personnelle, il y a de ça 2 ans, où pendant 1 mois, j'ai mangé vegan. Je me suis dit 1 mois, justement, aucun, parce que je voulais voir l'impact que ça avait sur mon corps. Et en fait, je suis ressorti à la fin du mois avec, j'ai pris énormément de mesures pour savoir mes épaisseurs de plis cutanés, mes mensurations, oui, etc. Bien sûr. Pour voir exactement l'impact. Et je suis ressorti égal. Je suis ressorti exactement le même avant et après. Et donc en sortant de ce mois, après, j'ai pas mangé vegan comme hyper gras, comme ce qu'on pouvait voir, j'ai mangé pour avoir les mêmes apports, mais sans manger de viande. Et je suis sorti de ce truc-là, grandi dans l'idée que je pouvais du coup réussir à avoir un équilibre avec un peu moins de protéines animales. Et c'est de ce truc-là qu'on a intégré tous les jours. J'ai un repas où j'ai 0 protéines animales dedans. Après, le matin, il y a des œufs et le soir, il y a ou un poisson ou une viande ou un truc, tu vois. Mais j'ai intégré ça et j'avais besoin de cette expérience-là pour me rendre compte que non, ça allait pas détruire mon corps. Bien sûr. Et parce que tous les mecs, nous, on a ça dans la tête. Hein. Et puis au-delà de ça, je pense que ça te permet de manger plus responsable au lieu d'acheter ta viande du paquet Charal au centre commercial. Tu vas chez le boucher, chez le poissonnier. T'en manges moins souvent, tu le manges d'une meilleure qualité. Pareil, point de vue éthique, animal, il y aura toujours un conflit, un souci, je pense, pour beaucoup de personnes. Mais encore une fois, je le dis et je le répète, et je pense que réduire la viande, et je parle encore pas de suppression, juste de réduction, ça changera pas tant que ça sur la performance, ça l'impactera pas néfastement, et je pense que tu peux en ressortir grandi aussi. Ça te pousse à manger aussi d'autres aliments, du sétan, du tempeh, d'autres choses. Ouais, c'est en fait, au lieu de penser justement à la réduction, on peut justement penser à l'addition de nouveaux ingrédients. Tout à fait. Et en fait, c'est un cercle vertueux qui va bien plus loin, c'est-à-dire que notamment, ça va te pousser, comme tu disais, à aller chez ton boucher. Ce qui va financer quelqu'un qui prend soin de ce qu'il sélectionne, ce qui va financer à côté des éleveurs qui prennent soin de leur bétail, notamment on a des amis qui sont éleveurs, moi, les gars de la gauloiserie, quand je vois le soin qu'ils portent à ces animaux quand ils les élèvent, moi j'ai envie que mes thunes, elles arrivent à des gars comme lui. Mais parce que ça a du sens. Mais exactement, mais en fait c'est tellement vertueux, même pour la viande elle-même c'est vertueux. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Overrated, la viande de ouf. Et je dis pas que c'est mal d'en manger, j'aime toujours énormément la viande. Maintenant, en manger à tous les repas, moi j'avais une époque où 100% de mes repas avaient de la viande. Mais comme nous tous, je pense. Et le matin, c'était mon paquet de jambon de porc par exemple, tu vois. Genre j'avais ça et genre bref. Moi je me rappelle quand j'étais chez mes parents, même si mon père est un cordon bleu, il est cuisinier. Il me faisait des super plats, mais il y avait de la viande à chaque repas. Viande ou poisson à chaque repas. Alors et maintenant, pour tout ce qui est sous-estimé en termes d'alimentation, nutrition je pense que c'est la base. Après, je sais pas si c'est sous-estimé, mais je veux dire fruits et légumes, c'est vraiment bidon, mais je pense qu'encore une fois, on se replie un peu trop sur les aliments transformés, alors qu'il y a des choses qui sont palpables. Et les bananes plantains, c'est très sous-estimé. Je peux dire ça à ma soeur. Qu'est-ce que j'aime ça, Marilyn.
Les platanos. Et non, je pense que c'est sous-estimé. Après, pour avoir vécu dans Paris, vraiment intramuros, je trouve qu'il y a eu un effort qui a été fait avec les commerces de proximité, les primeurs et tout. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont très ouverts là-dessus. En banlieue, peut-être un petit peu moins. Mais ça se développe. Coupe ça parce que je vais me faire détruire. Non, mais moi je viens de banlieue et je suis tellement d'accord. Non, mais en plus, genre, les fruits, c'est genre le fast-food. Genre, tu prends ta banane et t'as juste à la manger. Parce qu'il y a des gens qui vont dire j'ai pas le temps de manger un truc comme ça. Totalement. C'est genre le truc qui est déjà prêt à manger et qui est genre parfait pour notre santé. Ouais, sous-estimer les micronutriments, je pense que c'est vraiment ça que je mettrais moi aussi. Moi, je dirais aussi par exemple les surgelés parce que. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui vont penser que surgelé c'est moins bien parce que c'est pas frais. C'est dommage parce que ça te permet quand même d'avoir ton pactage de légumes. Ouais. Je veux dire, moi avant je mangeais jamais d'oignons rouges, j'avais la flemme de les couper, j'ai trouvé des oignons rouges surgelés, ça m'a changé la vie. Mais maintenant tu trouves tout surgelé, des aliments non transformés mais surgelés. Et en plus ils sont tu vois. Un truc qu'on se fait le soir quand on regarde la télé ensemble, il y a des gens qui vont bouffer genre des bonbons, des M&M's, des trucs. Nous on achète juste à Picard là, la mangue surgelée. C'est coupé en petits carrés. Ouais, pareil. Et on n'attend même pas qu'elle décongèle, hein. Juste tu la prends, quoi. Ça fait une sorte de glace à la mangue. Et genre c'est et moi c'est ce que je conseille. Et dans les smoothies. On fait ça. C'est ce que je conseille genre vraiment à tout le monde par exemple les soirs, mais j'ai juste besoin d'un petit truc, tu vois, genre pour grignoter, pour avoir un truc sucré, prends des fruits surgelés. Genre franchement c'est top. Une fraise surgelée, on faisait ça avec les melons aussi, l'ananas avec. Mais en plus, en fait, les produits surgelés, ils sont surgelés à un point où ils sont matures, donc en fait, ils ont encore tous leurs nutriments. Alors que par exemple, si on prend certains aliments qui sont frais, en fait, le temps qu'ils arrivent au supermarché ou au marché, ils ont peut-être perdu encore un peu. Et puis l'aspect conservation n'est pas négligeable. Les fruits, t'achètes des bananes, je pense, au bout de 2 semaines. Ouais. Puis voilà, en termes de préparation, par exemple les oignons rouges, si tu en trouves genre surgelés déjà coupés, hop, t'as juste besoin de le Ah mais ça m'a changé la vie. C'est genre un gain de temps aussi. J'adorais ça, j'en mets dans mes omelettes, j'en mets partout. Ouais, pour les personnes en fait qui ont la flemme juste de préparer, acheter surgelé. Ouais. Franchement. Moi je peux rejoindre sur les surgelés. Les surgelés et l'eau. Ah pas de boire de l'eau. Ouais, moi c'est plus bière et whisky, non ça je couperais par contre. J'ai tellement forcé là-dessus. Je fais une petite parenthèse, mais tu sais qu'il y a un truc que je fais que je ne faisais pas avant, c'est que maintenant, des fois, je suis chez moi, tout seul, je bois de l'alcool. Non mais attends. Avant je ne faisais pas ça. Tu me dis je ça me sers un petit verre de rhum, un petit Cap Corse que j'ai découvert là en allant en Corse, mais en fait je me régale. Je suis devant ma télé, j'ai mon petit fromage du fromager. Et je faisais pas ça avant. Et avant je disais à mon père, mais pourquoi tu bois de l'alcool tout seul, il n'y a pas d'ambiance, c'est rien. Mais oui. Et je te jure, maintenant je le fais. Mais après, attention, modéré. On a eu l'âge où on buvait de l'alcool parce que c'était de l'alcool et ça bourrait la gueule. Enfin, moi, ça en tout cas, c'était le cas. Et moi, aujourd'hui, j'ai redécouvert l'alcool où le dîner, le soir, après, j'ai mon petit verre de whisky. T'aimes bien, tu achètes ton petit plantation, ton bon rhum. Mais oui, c'est l'équilibre, les gars. Je suis pas sûr que je mettrais tout ça. Non, si, il faut mettre sous-estimer, c'est l'alcool. Sous-estimer, c'est l'alcool, c'est sûr. Non, mais il faut savoir trouver du bon dans toutes les choses, mais avec modération. Ouais. Non, mais je pense qu'aussi, ce qui est très sous-estimé, c'est le stress et du coup tout le stress qu'on met autour de tout, en fait, les prises de tête, que ce soit l'alimentation, le training, et c'est vraiment genre ce qui est néfaste. Tout le monde ne réagit pas de la même manière au stress. Moi je sais que je suis très très sujet, même si j'essaie de pas le montrer, et ça a énormément d'impact notamment sur mon poids. Genre j'ai toujours eu énormément de mal à prendre du poids, et dans les périodes où je suis pas trop stressé, où je suis plutôt calme, je l'ai découvert ça avec le confinement notamment. C'est vraiment beaucoup plus simple de m'améliorer, de bâtir de la masse comme ça, quoi. C'est marrant ce que tu dis parce que beaucoup de profils que j'ai pu voir qui étaient quand même très fins, qui avaient du mal à prendre du poids, avaient une très forte activité nerveuse. C'est-à-dire qu'ils étaient souvent stressés, souvent ils avaient pas mal d'émotions. Moi je suis un peu pareil, j'ai tendance à stresser pour rien. J'arrive une demi-heure en avance sur mes coachings et pendant tout le trajet je pensais que j'étais en retard. Ouais. C'est très pénible. Ouais. Bon, je crois qu'on a fait le tour, on a parlé quand même de pas mal de sujets. Je tenais déjà à te remercier du fond du cœur d'être venu ici pour discuter de toi, ça me fait extrêmement plaisir. Déjà parce que ça faisait un moment que je t'avais pas vu, et en plus parce que c'est ultra riche ce que tu as à partager. Les amis, Ange, comme vous avez pu le voir, lui il est vraiment spécialisé dans la partie haltéro et crossfit, et
Et oui, c'est un concurrent direct. Il fait du suivi, il faut le savoir, il fait du suivi, surtout en haltérophilie. Et c'est une pointure dans ce qu'il fait. Donc si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont intéressés par des petits suivis, on n'hésite pas à le contacter. Je mettrai son Instagram qui apparaîtra un truc à l'endroit. Là, ça fait vraiment influenceuse. Là, juste là. Encore une fois, merci pour tout, Ange. Et sinon, pour tous les autres, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.